Oui, l'argent existe. L'argent existe dans les banques. Les banques font près de 60 milliards de revenus, 60 milliards de dollars de revenus chaque année en Afrique. L'argent existe dans les sociétés d'assurance. Le patron d'Ogar était là, donc il va pouvoir nous donner de l'argent. L'argent existe dans les fonds de pension, l'argent existe dans les fonds d'investissement. Donc cet argent existe. C'est pas comme si l'argent n'existait pas. Si l'argent n'existait pas, le problème aurait été autre, mais l'argent existe. Deuxième question qu'il faut qu'on se pose, pourquoi on n'arrive pas à avoir accès à cet argent? On n'arrive pas à avoir accès à cet argent en y réfléchissant à cause de trois gros problèmes. Le premier problème, c'est qu'on n'a pas les politiques adaptées pour le faire. Donc l'argent existe, mais comment faire le lien entre les entrepreneurs et cet argent? La politique n'existe pas. La deuxième chose, c'est que le marché est tel qu'aujourd'hui, lorsqu'un entrepreneur cherche de l'argent, il va dans une banque, fausse route, alors qu'il faut aller sur d'autres financements, qui sont des financements alternatifs. Et troisième chose, il faut le dire quand même, et pour les entrepreneurs, c'est dur à entendre quelquefois, mais je pense qu'il faut insister dessus. Même quand on est entrepreneur, on a besoin de renforcement de capacité. C'est-à-dire qu'on peut être entrepreneur, mais gérer une entreprise, c'est différent d'être entrepreneur. Okay? C'est deux choses complètement différentes. On peut avoir une idée brillante, mais si on ne sait pas gérer une entreprise, on échoue. Donc, c'est les trois problèmes à mon avis. Okay? Donc, structure du marché, problème de politique, et puis le renforcement des capacités des entrepreneurs. Donc, la principale solution qui doit être la priorité à notre avis, à mon avis, c'est de créer de nouveaux outils de financement des entrepreneurs. Les banques vont vous aider jusqu'à un certain stade, okay? Mais les banques ne pourront pas vous aider beaucoup plus qu'elles peuvent parce qu'elles sont régulées par des banques centrales. Si on veut avoir beaucoup plus d'argent des banques, il y a une chose, il y a une idée forte sur laquelle moi je me bats depuis quelques années, c'est l'idée de créer un fonds de garantie qui va permettre aux entrepreneurs d'aller dans une banque et d'emprunter de l'argent. Et la seule chose qu'on va évaluer, c'est ce qu'on appelle le risque opérationnel. C'est-à-dire, est-ce que le business est un bon business ou non? Toute la discussion sur les garanties, ce n'est pas une discussion, parce qu'il y aura un fonds qui va apporter le collatéral qu'il faut. Ça, c'est une idée qu'il faut défendre. Qui va financer ce fonds? Ce sont les banques elles-mêmes, c'est l'État et c'est les instituts de financement du développement. C'est une idée qui a été lancée au Rwanda qui a réussi, une idée qui a été lancée en Afrique du Sud en 2005 qui a réussi, et une idée que le Nigeria a lancée en 2016. Donc il faut le faire. Il faut absolument créer un fonds de garantie pour l'entrepreneuriat. Donc dans l'architecture financière, pour moi, c'est ce qu'il faut. La deuxième piste sur laquelle il faut qu'on réfléchisse, c'est que si vous ne trouvez pas l'argent dans les banques, essayez d'aller chercher de plus en plus d'argent dans ce que j'appelle les plateformes alternatives. Okay? Allez sur Internet, trouvez du financement participatif. Aujourd'hui, dans le monde, il y a près de 100 milliards de dollars qui sont levés et investis chaque année à partir de financements alternatifs. Réfléchissez à ça, allez voir des fonds, allez voir des pistes différentes plutôt que de dire uniquement d'aller voir des banques. La diaspora qui aujourd'hui investit plus de 100 milliards de dollars chaque année sur l'Afrique. Comment on peut créer des produits pour pouvoir attirer cet argent? Voilà pour moi deux grandes pistes. Donc la piste de nouveaux financements alternatifs et la piste de créer un fonds de garantie pour l'entrepreneuriat, qui sont deux pistes qu'il faut creuser. Je ne peux pas le faire, on ne peut pas aller dans les détails ce soir, mais pour moi, c'est deux pistes, c'est deux idées fortes sur lesquelles je crois beaucoup. Mais je pense que tout le monde ici partage, en tout cas, cette idée. Et on travaille dans une banque de développement, on est aussi confronté à ces mêmes difficultés que tous les entrepreneurs et on réfléchit aussi à trouver des solutions. Mais une des questions qui nous a été posée aujourd'hui, c'est que la plupart des fonds d'investissement qui s'installent sur toute la zone, en tout cas UMOA, en général lèvent l'argent auprès des mêmes bailleurs de fonds, si on peut dire. Et ces bailleurs de fonds ont des guidelines et donnent des directives de comment investir cet argent et en termes de retour sur investissement. Donc on a l'impression en fait que les fonds d'investissement, quels qu'ils sont, investissent dans les mêmes types d'entreprises et demandent les mêmes choses.
Alors que les besoins des entreprises aujourd'hui, je pense que la plupart des jeunes qui sont ici présents ont peut-être besoin de 50 millions, 100 millions pour développer leur activité. Disons même maximum 600 millions, 50 millions de dollars. Et en général, ce n'est pas quelque chose de rentable ou d'intéressant pour un fonds d'investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, l'idée de monter des fonds d'investissement de petite taille, c'est exploitable? Oui, c'est ce qu'il faut regarder. Il faut qu'on fasse attention à ne pas devenir trop technique, sinon on va perdre les gens. Mais je pense que ce qu'il faut regarder en effet, c'est les besoins des entrepreneurs. Ce ne sont pas des besoins de 200 millions, 100 millions de dollars. 200 millions, 100 millions de dollars. Les besoins des entrepreneurs, généralement, c'est de 500 000 dollars à 5 millions de dollars le plus agressif. Cet argent, vous allez le trouver, non pas auprès des fonds d'investissement, mais vous allez le trouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir d'un mode de financement qui est nouveau, qui n'existait pas moi quand j'étais jeune, c'est le financement participatif. Et je vous le dis, c'est tout simple à faire. Allez sur Internet, tapez financement participatif, vous allez être étonné des plateformes qui existent sur lesquelles vous pouvez soumettre vos projets et être accompagné pour des besoins qui peuvent être de l'ordre de 100 000 dollars à 1 million de dollars. Donc, c'est dans ce sens, à mon avis, qu'il faut regarder. Une fois encore, nous tous, on doit y participer, les banques vont faire un peu, les gros fonds d'investissement vont faire un peu, mais pour tout ce qui est des montants petits, je pense que c'est une idée que je peux partager avec vous ce soir, c'est regarder beaucoup plus tout ce qui est plateforme participative pour aller chercher du financement. C'est impressionnant, on ne s'en rend pas compte, mais beaucoup de succès, beaucoup de réussite économique aujourd'hui se sont faites à partir de cette plateforme. Merci pour la question, c'est une question qui est tricky. Qui a dit ça? C'est tricky. C'est une question qui est difficile. Je ne sais pas combien d'années ça va prendre, mais ce que je vois, c'est qu'il y a 3 ans, on n'aurait pas pu avoir cette discussion et qu'aujourd'hui on l'a. Il y a 3 ans, la question du financement participatif était quasiment secondaire, mais aujourd'hui, ça commence à devenir le cœur du sujet lorsqu'on parle de financement de l'entrepreneuriat. Donc, si j'ai un conseil à donner à tous les entrepreneurs qui sont là, c'est que allez regarder dans les financements participatifs. Il y a des choses importantes que vous pouvez réaliser à partir de ces financements participatifs. C'est le moment d'aller regarder, c'est vraiment essentiel. Okay. Alors, je suis dans le e-commerce, donc j'ai lancé le site de vente en ligne tax.com il y a 3 ans, et donc je livre sur Lomé et sur Cotonou. Alors moi j'aurais une question à vous poser. Je vous entends parler depuis tout à l'heure de financement participatif. Donc bon, on sait ce que c'est, mais je voulais savoir en tant que banquier, en tant qu'agent d'une des grandes banques de la place, je voulais savoir si le fait de nous renvoyer vers ça, ce n'est pas une forme d'émission de la part des banques. Parce qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'entrepreneurs, bon, on attend, venant de vous, on attend aussi des leviers. Chris a parlé tout à l'heure de fonds d'investissement qui mettraient peut-être en place des montants plus petits pour les entrepreneurs. Mais si vous nous redirigez directement vers les financements participatifs, aujourd'hui, quel est votre rôle en tant que banque par rapport à nous, entrepreneurs? Merci. Merci pour la question. C'était pas le but, mais je pense qu'il faut qu'on parte du postulat, et ça c'est pas uniquement en Afrique malheureusement. Lorsque vous êtes entrepreneur, vous avez besoin avant tout d'equity, vous avez besoin d'investissement, de fonds pour démarrer. Et vous n'avez pas besoin de dette, vous avez besoin d'investissement. Et la banque n'est pas structurée pour donner de l'investissement. Point de départ, c'est le postulat. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les banques ne doivent rien faire? La réponse est non. Donc, dans les petites entreprises, et ça à mon niveau à EcoBank, c'est ce qu'on essaie de faire. Dans la stratégie du département que je dirige, aujourd'hui on met de l'argent beaucoup plus dans tout ce qui est marché listé. Et mon objectif à partir de 2018, c'est de créer un fonds qui va être un fonds qui va faire du private equity ou du venture capital. Donc il va mettre
200 millions de francs CFA, 500 millions de francs CFA pour supporter les entreprises quand même. Donc ça, c'est le plan de match qu'on a. Donc lorsqu'on arrivera à ce niveau, je pourrai venir vers vous et on pourra dire, regardons votre projet, comité d'investissement, qu'est-ce qu'on fait? Première chose que les banques peuvent faire à partir de leur structure de gestion d'actifs. La deuxième chose que les banques doivent faire, qui est un avis personnel, c'est que je pense qu'au niveau des montants des prêts qui sont donnés, il faut se forcer à donner une partie aux PME. Okay? Et ça, pour le faire, pour éviter de se faire taper par les banques centrales, il faut absolument créer à côté aussi l'idée que j'ai lancée tout à l'heure, qui est l'idée de créer un fonds de garantie pour l'entrepreneuriat. Parce que qu'on le veuille ou non, le risque de défaut sur ces prêts risque d'être plus important. Et je ne veux pas entrer dans une discussion avec un entrepreneur sur les garanties. Pour moi, ce n'est pas la bonne discussion à avoir. La discussion que je veux avoir avec un entrepreneur, c'est uniquement est-ce que c'est un bon business, est-ce que c'est un business qui va créer des revenus, des flux financiers qui vont permettre de rembourser le prêt ou le support financier que je vais donner. Donc, c'est cette idée-là, à mon avis, qu'il faut pousser. Moi, je suis chez Ecobank, ça fait 8 ans. Je pousse cette idée à l'intérieur de la banque. Je pousse la même idée lorsque je suis invité sur des forums sur la finance en Afrique. Mais c'est collectivement qu'on peut le faire. C'est si vous croyez à cette idée, essayons de le pousser pour que dans certains pays autoroutes, par exemple, on réfléchisse à cette idée de créer un fonds de garantie qui va permettre aux banques de prêter beaucoup plus d'argent à des entrepreneurs. Un projet. Même le sponsoring, c'est un problème. C'est ce que j'ai constaté personnellement. Mais étant donné qu'aujourd'hui, nous, jeunes réalisateurs, nous avons eu à participer à des festivals au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Nigeria, nous savons qu'un média TV a besoin de 10 films par jour en moyenne, ce qui fait 300 par mois et 3000 par an, une seule chaîne de télévision. Alors que le Togo, on sait aujourd'hui que c'est difficile de pouvoir produire un film. Pour produire un long métrage, par exemple, maintenant, il faut banalement minimum 30 millions. Est-ce que les banques et les assurances ne peuvent pas penser en collaboration avec des jeunes réalisateurs ou des maisons de production pour qu'un fonds puisse être mis de côté afin de pouvoir faire cette relation entre peut-être les médias Canal+, TVC Monde, afin de suivre ces projets quand le film est tourné en ordre, de pouvoir être le collaborateur entre le réalisateur et puis la chaîne de télévision? C'est la question que je me pose. Parce que, étant donné que c'est difficile, à Ecobank, souvent, aux banques et aux assurances de sortir de l'argent, est-ce que vous avez une fois eu à penser à ça, étant donné que la culture est vraiment importante? Merci beaucoup, Yaobi. Je l'admets, moi j'ai jamais réfléchi à la question sur le fonds pour les médias. Mais en vous écoutant, j'ai une idée sur laquelle je commence à réfléchir, qui est une idée qu'on a déjà vue dans d'autres pays, où il y a des fonds qui sont soutenus par des privés et par le public, et qui permettent le développement des médias. Et pour David, qui était là tout à l'heure, qui a fait le Canada, c'est quelque chose qui existe par exemple au Canada, qui est le Fonds de développement du cinéma du Canada, où on a mis ça en place et ça permet de financer les médias pour qu'ils se développent. C'est une bonne idée. Je ne sais pas si je préfère vous dire, mon ADN c'est toujours de dire un peu ce que je pense. Donc je ne vais pas vous faire plaisir en vous disant que les banques vont mettre de l'argent. Je crois que les banques ne vont pas mettre de l'argent. Je pense qu'il faut aller chercher l'argent ailleurs pour ce genre de fonds. Et cet ailleurs, c'est les instituts de financement de développement, cet ailleurs, c'est les structures d'assurance, je ne peux pas me prononcer, mais ça m'étonnerait qu'elles mettent de l'argent. Mais il faut aller voir d'autres structures, d'autres plateformes où on peut trouver des financements alternatifs. J'insiste dessus, je pense qu'on me sous-estime, mais allez voir ces plateformes de financement alternatif, je pense que vous allez être vraiment étonné du type de financement que vous pouvez retrouver dessus. Mais c'est une bonne idée, mais il faut creuser, mais je ne crois pas que malheureusement ce sont les banques qui vont pouvoir aider sur ces fonds de développement. L'État doit jouer un rôle qui est important aussi, mais disons-nous-le franchement, c'est un rôle sur lequel il faut insister, parce que tout cela ne peut se faire qu'avec le public et le privé. Attention. Et donc je sais qu'elle m'a dit qu'elle avait une question pour Paul-Harry, donc sans plus tarder, Madame Oreille Clos.
Je veux dire, après cette présentation de Christopher, j'avoue que je ne sais plus quoi dire. Mais Polari, il y a un élément, je pense, extrêmement important sur lequel il faut revenir. C'est l'aspect taille des entreprises. Parce que c'est ça qui pose problème. Aujourd'hui, vous parlez des banques, mais en général, les banques financent les entreprises. Regardez le portefeuille des banques. Il y a beaucoup de banquiers ici, et la plupart ne me démentiront pas que nous finançons les entreprises. Le reproche qu'on va nous faire, c'est de dire vous ne financez que les grandes entreprises. Donc, les plus riches, c'est elles qui bénéficient en général de notre soutien. Là où je le rejoins parfaitement, l'aspect couverture par un fonds de garantie. Vous allez en France, il y a des personnes qui ont fait le système bancaire en France. Comme il le dit, il y a un fonds spécial qui s'occupe de tout ce qui est création d'entreprises. À mon sens, il y a peut-être ce segment PME-PMI sur lequel, aujourd'hui, il y a besoin de faire beaucoup de choses. C'est vrai que la Banque centrale réfléchit. Nous, en tant que banque de développement, nous réfléchissons. Mais quelle est l'approche, en fait, la meilleure pour ces entreprises? Il y a un élément peut-être sur lequel il devrait revenir, c'est la préparation d'un projet d'entreprise. Comment est-ce qu'il faut monter un projet? Il y en a qui pensent que la très bonne idée, c'est ça qui fait un projet, c'est ça qui permet à inventer des choses. Non, l'idée peut être géniale, mais si vous n'avez pas une étude de faisabilité en bonne et due forme, qui permet à un banquier de voir que ce projet est rentable, il y a de fortes chances que ce banquier vous dise bon, allez, quand vous aurez fini votre étude de faisabilité, vous pouvez venir. À la limite, à l'instar de ce qu'il dit pour la suite, dans le cadre du montage du projet. C'est peut-être là où je serais resté un petit peu sur ma faim par rapport à l'approche de Polar. Et je souhaiterais qu'il puisse revenir sur cet aspect du montage des projets, mais également l'aspect gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez pas mal d'entreprises qui ont de très bonnes idées, qui démarrent, mais malheureusement, la pérennité n'est pas assurée. Parce que nous avons des sponsors qui ne veulent pas ouvrir leur capital, qui ne veulent pas adopter non plus les principes de gouvernance qui devraient leur permettre d'avoir une certaine pérennité, une certaine rentabilité, une certaine ouverture même au monde. Donc ce sont ces aspects sur lesquels je pense qu'il y a lieu. Peut-être qu'on ne pourra pas aborder, bien sûr, au cours de cette soirée, mais il y a des éléments clés sur lesquels, en tant que banquier, je pense qu'il serait quand même bon de pouvoir un petit peu ouvrir l'œil à nos entrepreneurs qui sont là. Par rapport aux aspects culturels, nous sommes également dans un contexte où, moi je répondrais en 2 mots, le volet culturel, malheureusement, n'est pas encore bien pris en charge par nos États. Là, je pense qu'il y a des aspects régaliens sur lesquels il faut qu'on revienne. Les activités culturelles doivent être un peu plus mises en avant par nos États pour que derrière, il y ait des fonds spéciaux qui soient créés pour les aider. Vous prenez aujourd'hui les banques de développement qui s'y ont essayé. La BIDC, pour ne pas la citer, a eu un fonds culturel avec, je pense, la francophonie. Est-ce que ce fonds fonctionne? Est-ce que ce fonds arrive à trouver des projets dignes de ce nom pour être appuyés? On pose toujours cette question, encore une fois, de l'accompagnement dans la structuration et le montage des projets. C'est un point extrêmement important. Et je souhaiterais que Paul puisse revenir quand même un petit peu sur ces aspects. Merci. Merci beaucoup, Madame la patronne. Madame la patronne distribue ici. Je peux vous garantir qu'il y a de fortes chances que la majorité, dans 2 ans, vienne me redemander de l'argent, parce que malheureusement, on n'aurait pas renforcé les capacités. Donc c'est essentiel. Et ce point, c'est un problème régalien qui est posé à l'État, mais c'est un problème aussi qui est posé à chaque entrepreneur. Et admettons-le, moi je ne suis pas entrepreneur, donc je peux le dire sans me faire huer, mais généralement quand on est entrepreneur et qu'on pense qu'on a la bonne idée, et se faire dire c'est une bonne idée, mais le plan d'affaires n'est pas bon, le montage n'est pas bon, on le prend très très mal, parce que c'est une idée à laquelle on croit beaucoup. Alors que c'est une réalité, il faut renforcer les capacités, surtout en termes de gestion d'entreprise. Le deuxième élément sur lequel il faut renforcer les capacités aussi, c'est la planification financière.
quand on gère une entreprise, il y a une certaine manière de dépenser son argent. Il faut planifier de quoi on a besoin pour les dépenses courantes, de quoi on a besoin pour les dépenses d'investissement. Tout cela s'apprend. Donc on peut être entrepreneur, avoir de bonnes idées, mais si on ne sait pas comment gérer une entreprise, on échoue. J'insiste dessus, mais c'est fondamental. Et pour le faire, l'ONG aussi, qui va être une plateforme pour pouvoir former les entrepreneurs à devenir des multinationales. Donc, c'est tous ces éléments qui sont extrêmement importants. Donc, le renforcement des capacités est aussi important que la question du financement. Je vous le dis, c'est essentiel. Dernier point sur lequel j'aimerais insister, et qui sont des points qui ne sont pas des points techniques, mais qui sont des points qui sont liés un peu à la petite expérience que j'ai en côtoyant les entrepreneurs, en côtoyant les fonds, en côtoyant les gens qui ont réussi. J'ai l'impression que tous les gens qui ont réussi, quand je les rencontre, ou les entreprises qui ont réussi, il y a 4 éléments que je retrouve toujours. Pas 3, 4. La première chose, c'est la crédibilité de l'entrepreneur. C'est essentiel. Et ne le sous-estimez pas, parce que quand vous allez voir un banquier et que vous n'êtes pas crédible, parce que vous n'avez pas soit une histoire, soit quelque chose qui montre que vous connaissez ce que vous faites, c'est déjà un moins. Premier élément, il faut être crédible quand on lance une entreprise. Deuxième élément, l'équipe et les gens qui vous entourent. Aucune entreprise dans ce monde ne réussit seule. Vous êtes obligé d'y aller ou d'avoir votre projet en réfléchissant à des partenaires, à vos équipiers, de qui j'ai besoin pour réussir. Cet élément est essentiel. Troisième élément, la transparence. Ce que j'appelle la transparence, c'est que lorsque vous avez une idée, soyez franc sur l'idée et qu'elle soit très claire. N'essayez pas de vendre une idée X alors que dans les faits, c'est une idée Y que vous voulez présenter. Les choses qui ne sont pas claires, ça ne marchera jamais. Monsieur Ayaoui a parlé tout de suite de tiens, ce dont moi j'ai besoin, c'est un fonds qui puisse me permettre de financer les médias pour avoir accès aux grands diffuseurs. C'est clair, c'est précis, on sait exactement ce qu'il veut faire. Cette transparence est importante. Et dernier point qu'on sous-estime, et qui est mon 4e point, c'est le rêve. Ce que j'appelle le rêve, c'est fondamental. Créer une entreprise simplement pour dire j'ai vu qu'il y a un besoin au coin de ma rue, tiens, je vais essayer de créer une entreprise pour répondre à ce besoin, c'est un échec assuré. Il faut voir plus loin, il faut avoir une vision, il faut vendre un rêve. Lorsque Askai et mon ami Enoch peut en parler a été créé, l'idée c'est de dire tout simplement Air Afrique a disparu sur le marché, on n'a pas de compagnie panafricaine, ça n'a aucun sens. Plusieurs personnes ont envie de voyager. Pourquoi on ne lance pas de nouveau une nouvelle compagnie panafricaine qui va desservir toutes les villes d'Afrique? C'est ça le rêve, c'est ce qu'on veut vendre. Donc cet élément est essentiel. Donc il y a 4 éléments à mon avis, pas 3, 4. La crédibilité de l'entrepreneur, l'équipe qui nous entoure, la transparence du projet, et le rêve que vous vendez, qui sont des éléments clés qui vont vous permettre, 1, de réussir, et 2, de trouver le financement. C'est des constats que j'aimerais partager avec vous, mais basés sur ma petite expérience, c'est ces ingrédients que je retrouve sur toutes les histoires à succès que j'ai pu avoir. Parallèle, la volonté aussi, parce que on sait comment c'est dur de vouloir créer une entreprise, et surtout ce que moi j'ai remarqué, parce que moi j'ai jamais fait le pas, donc je sais comment c'est dur, mais il y a toujours plus de personnes qui vont vous dire de ne pas le faire que d'y aller. Et donc il faut une certaine dose de volonté pour dire que j'y vais, malgré toutes les remarques que j'ai autour de moi qui me disent de ne pas y aller. Et ça, cette volonté, il faut saluer ça, c'est vraiment ça, mon ami, qui est le moteur. Et ça fait le lien avec l'idée du rêve, de la passion dont j'ai parlé, qui est essentielle. Il faut avoir cette passion, il faut avoir cette volonté, il faut avoir ce rêve.